Mon ex-mari a signé les papiers du divorce et a épousé sa maîtresse. J'ai silencieusement licencié sa sœur. Ce soir-là, j'ai reçu 77 appels manqués de ma belle-mère. Pour qui te prends-tu pour oser virer ma fille? La notification finale du divorce arriva par la poste exactement 4 semaines après que le juge eut enfin apposé son sceau sur les documents au tribunal de Paris. Après des mois de médiation épuisante, le système judiciaire parisien était notoirement lent. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Alexandre avait poussé ses avocats hors de prix à accélérer la destruction de leur vie commune de 2 décennies. Éléonore Elie pour ses amis, Madame Vance pour ses employés fixa le sceau en relief sur le parchemin épais. Il ne lui avait même pas laissé le temps que l'encre sèche complètement dans sa mémoire. Elie se souvenait vivement du jour où ils étaient sortis du palais de justice. Le vent mordant qui soufflait le long de la Seine fouettait son manteau contre ses genoux, mais le véritable froid venait de l'homme qui se tenait à ses côtés. Son désormais ex-mari, Alexandre Dubois, avait pris sa copie des documents avec une indifférence terrifiante. Il les manipulait comme s'il se débarrassait d'un vieux bail expiré pour un appartement qui ne l'intéressait plus. « Préviens-moi quand tu prendras le reste de tes affaires à la maison », avait dit Alexandre en ajustant le col de son manteau de laine sur mesure. Il ne la regardait pas dans les yeux. « Faisons en sorte de ne plus nous déranger. D'accord ? Nous vivrons en paix, chacun de notre côté. » Sur ce, il lui tourna le dos et se dirigea vers le parking. En regardant ses larges épaules disparaître dans la marée de piétons, Elie sentit soudain une sensation étrange et creuse bouillonner dans sa poitrine. Elle éclata en un rire sec, vide et amer que le vent emporta. 20 ans, 2 décennies à construire une vie, à soutenir ses rêves, à supporter sa famille, et c'était là son grand adieu. Exactement 4 jours plus tard, l'iPhone d'Elie vibra sur son bureau. C'était un SMS de sa meilleure amie, Sophie. « Elie, je suis désolé de t'envoyer ça. Savais-tu qu'Alexandre se remariait apparemment? Je me promenais au jardin des plantes et je les ai vus faire une séance photo de pré-mariage. » Une photo floue et zoomée était jointe. En lisant le message, l'expression d'Elie ne changea pas. Pas un muscle de son visage ne tressaillit. Elle s'y attendait. Alexandre voyait secrètement cette femme, une certaine Ambre de 25 ans, depuis plus d'1 an. Cette liaison avait été la grenade qui avait fait voler leur mariage en éclats. Cet après-midi-là, Elie était assise dans son spacieux bureau d'angle. Elle était la cofondatrice et PDG par intérim de Les Provisions d'Excellence, une entreprise de distribution alimentaire en gros, de taille moyenne et très lucrative, qui approvisionnait des restaurants haut de gamme et des épiceries fines dans toute l'Île-de-France. Bien qu'Alexandre détienne une part minoritaire de l'entreprise sur le papier, Elie était le cerveau et les muscles absolus de l'opération. Elle ouvrit son élégant MacBook, la lueur de l'écran illuminant ses traits vifs et déterminés. Il était temps d'arrêter de s'attarder sur le fantôme de son mariage et de se concentrer sur la réalité de son entreprise. Elle consulta l'annuaire des ressources humaines, faisant défiler les dossiers des employés un par un jusqu'à s'arrêter au département des relations partenaires. Manon Dubois, directrice adjointe des relations partenaires. Ancienneté, 5 ans. Manon était la sœur cadette d'Alexandre. L'ancienne belle-sœur d'Elie. Elie cliqua sur les journaux de performance de Manon, parcourant lentement les archives numériques, les rapports de vente, les indicateurs d'interaction avec les clients, les historiques de commandes. En ouvrant fichier après fichier, un schéma inquiétant commença à se dessiner. Pourquoi toutes les coordonnées principales des clients les plus lucratifs de l'entreprise étaient-elles des numéros de téléphone portable personnels? Pourquoi les fils de discussion par email étaient-ils fragmentés, s'éloignant des serveurs sécurisés de l'entreprise pour aboutir sur des domaines tiers? Elie téléchargea les fichiers, les sauvegardant sur un disque sécurisé, et regarda silencieusement le panorama parisien à travers la baie vitrée. Les nuages gris étaient épais, promettant la pluie. Elle décida de ranger ses émotions dans une boîte hermétiquement fermée, il y aurait du temps pour le deuil plus tard. Pour l'instant, il était temps de protéger son empire. Au même moment, à 80 km de là, dans la banlieue chic de Neuilly-sur-Seine, l'ancienne belle-mère d'Elie, Geneviève Dubois, tenait salon près du rayon des fromages artisanaux de la grande épicerie. Elle portait son cardigan en cachemire emblématique, bavardant avec animation avec 2 femmes de son club de loisirs. « Oh, mon fils commence un tout nouveau chapitre », rayonnait Geneviève, tenant un pot de miel bio. Il a trouvé une jeune femme magnifique, pleine de vie. « Mais Geneviève, et sa femme ?» demanda l'une des femmes en baissant la voix. « Et Elie ?» Geneviève fit un geste dédaigneux de sa main manucurée.
Élie, vous savez comment elle est. Toujours si froide, si calculatrice. Elle n'était jamais à la maison, toujours enfouie dans son entrepôt, obsédée par son entreprise. N'importe quel homme normal serait épuisé par un tel abandon. Geneviève rejeta habilement toute la faute sur Élie, omettant commodément le petit détail que son fils couchait avec une prof de pilates depuis 14 mois. Quand même, murmura l'autre voisine, allez directement au divorce. Ça semble un peu extrême. Eh bien, chacun a ses circonstances, se déroba Geneviève avec une aisance consommée, son sourire ne faiblissant jamais. La chose la plus importante en ce monde est le bonheur de mon fils. Il n'y avait pas une once de regret ou d'empathie dans la voix de Geneviève. Pour elle, Élie avait toujours été un distributeur de billets et un chauffeur. Et maintenant qu'Alexandre avait trouvé un accessoire plus brillant, Geneviève était plus qu'heureuse de réécrire l'histoire. Le lendemain matin, Ambre, la maîtresse devenue fiancée, mit à jour son Instagram et son TikTok. La publication montrait une montagne de sacs de luxe Gucci, Prada, Chanel et une énorme boîte Hermès empilée sur le canapé en velours cossu du Pantouse d'Alexandre en plein centre de Paris. La légende disait, cadeau de mariage en avance pour moi-même. Le début de ma belle nouvelle vie. Tellement béni gâté nouveau départ. Dans la vidéo jointe, Ambre, arborant un brushing impeccable et des ongles en acrylique parfait, sortait les articles un par un, gloussant presque pour la caméra. C'est l'heure du déballage, les filles, roucoulait Ambre. Aujourd'hui, je gâte le personnage principal de ma vie, moi. Regardez ce Birkin. Regardez ces Louis Vuitton. Elle tenait les chaussures, les étiquettes de prix pendant encore clairement des semelles. Les gens disent que quand on se marie, il faut se ranger et faire un budget, mais je suis en total désaccord. La star de ma vie, c'est moi, et mon homme sait qu'il doit me traiter comme une reine. La voix d'Ambre dégoulinait d'une confiance agressive. Cela ne semblait pas la déranger le moins du monde que chaque article de créateur ait été payé avec la carte American Express d'Alexandre. Ce soir-là, Élie était assise sur son canapé en velours dans le salon, un verre de cabernet à la main et son téléphone dans l'autre. Elle ouvrit son application e-message et fit défiler jusqu'à une conversation de groupe intitulée « Famille Dubois ». Les membres étaient Geneviève, Alexandre, Manon et elle-même. Élie remonta l'historique de plusieurs mois. « Je commanderai le traiteur pour Noël », avait écrit Élie. « Geneviève, je passe te prendre à 9h pour ton rendez-vous chez le cardiologue », avait écrit Élie. « Manon, j'ai examiné tes prévisions trimestrielles. Ajustons les marges », avait écrit Élie. Les réponses des Dubois étaient universellement brèves, transactionnelles et dénuées de chaleur. « Ok, reçu. Merci. » Élie prit une gorgée de son vin. Elle n'hésita pas. Elle ne tapa pas un adieu dramatique. Elle toucha simplement le haut de l'écran, fit défiler jusqu'en bas et appuya sur « Quitter cette conversation ». Une petite boîte de texte grise apparut dans le chat pour les membres restants, Éléonore Vance a quitté la conversation. Personne ne lui envoya de message privé. Personne n'appela. Élie passa ensuite sur Slack, ouvrant le canal général de « Les provisions d'excellence ». Elle rédigea une annonce concise et parfaitement professionnelle, « Équipe, veuillez noter qu'un examen exécutif complet de notre restructuration d'entreprise et de l'alignement des départements est actuellement en cours. Une réunion générale obligatoire sera programmée pour discuter de la redistribution des responsabilités départementales. De plus amples détails seront communiqués par les RH demain matin. Pas d'émotion, juste une directive d'entreprise sèche. » La plupart des employés la lurent et supposèrent qu'il s'agissait de la paperasse bureaucratique habituelle de fin de trimestre, mais Élie avait déjà mis en marche les rouages de sa purge systémique. 2 jours plus tard, l'interphone du bureau d'Élie sonna. C'était son assistante de direction. « Madame Vance, Geneviève Dubois est sur la ligne 1. Elle insiste sur le fait que c'est urgent. » Élie prit une lente inspiration, tapota son stylo contre son bureau en acajou et appuya sur le bouton clignotant. « Allô ? Écoute-moi bien. Je sais que tu n'es plus ma belle-fille, Élie. » La voix de Geneviève sortit du haut-parleur, sèche et exigeante. « Mais tu sais parfaitement que ma Manon est la colonne vertébrale de cette entreprise. Pourquoi est-ce que j'entends ces rumeurs ridicules ? À quelle affaire faites-vous référence, Geneviève ? Demanda Élie, son ton aussi lisse et froid que du verre. On parle de restructuration. Les gens bavardent que Manon pourrait être renvoyée. Tu n'oserais pas. La voix de Geneviève tremblait d'un mélange d'anxiété et d'indignation.
Geneviève, c'est une question de gouvernance d'entreprise, répondit Élie d'un ton égal. Je dois vous demander de ne pas brouiller les lignes entre les griefs personnels et les opérations commerciales. Personnel et commercial, halta Geneviève de façon dramatique. Après toutes les années que nous avons passées ensemble, tu me parles comme un robot d'entreprise. Nous étions une famille. Je suis votre ancienne belle-fille. Alexandre et moi sommes divorcés. Et alors, si vous êtes divorcés? Manon est ma fille et elle est cadre supérieur dans ton entreprise. Tu ne la gardes pas juste par charité. Vous avez absolument raison, concéda Élie, sa voix parfaitement égale. Je ne dirige pas une œuvre de charité. Par conséquent, j'évaluerai son statut strictement en fonction de ses indicateurs professionnels, de sa conformité à la politique de l'entreprise et de sa valeur mesurable pour les provisions d'excellence. Avant que Geneviève ne puisse déclencher une autre tirade, Élie reposa doucement le combiné sur son socle. À 80 km de là, Geneviève serrait son téléphone si fort que ses jointures blanchirent, tremblant d'indignation. Mais Élie était déjà en train d'exécuter la phase suivante. Elle prit son téléphone et composa le numéro du directeur des ressources humaines. « David, j'ai besoin que vous rédigiez un avis formel de licenciement et de restructuration. » « Compris, Élie. »« Est-ce que cela concerne le département des relations partenaires ?» demanda David, toujours vif d'esprit. « Oui, nous éliminons les redondances. De plus, j'ai besoin que vous signaliez toutes les communications avec les clients, que vous rédigiez une note de service contraignante stipulant que toute affaire menée via des domaines de messagerie personnelle. Des numéros de portable privés ou des fils de discussion e-messages non surveillés constituent une violation directe de notre accord de non-divulgation et de nos protocoles de sécurité d'entreprise. À compter d'aujourd'hui, toute la gestion des clients migre vers le CRM centralisé Salesforce. Je m'en occupe. Y a-t-il des comptes spécifiques que nous devrions surveiller? Oui. Élie ouvrit un épais dossier physique sur son bureau. À l'intérieur se trouvait la liste des clients de premier rang que Manon gérait ostensiblement. Les fiches de contact étaient un désastre. Les numéros de téléphone indiqués étaient ceux de l'iPhone personnel de Manon. Les emails étaient acheminés via le compte Gmail personnel de Manon. Elle traitait les actifs de l'entreprise comme son propre carnet d'adresses personnelles, murmura Élie pour elle-même, un sourire froid effleurant ses lèvres. Maintenant, elle comprenait exactement pourquoi Manon se pavanait dans les bureaux avec un tel sentiment de supériorité. Manon croyait posséder un monopole sur les clients, tenant leurs relations en otage en dehors du champ de l'entreprise. Élie était sur le point de reprendre violemment ce levier entre les mains de l'entreprise. Il fallut une semaine entière à Élie pour rassembler méticuleusement les preuves. Travaillant tard dans la nuit, elle recoupa les journaux de serveurs, les historiques de mai, les plannings de production et les cycles de facturation. L'audit était accablant. Manon avait complètement contourné le système de l'entreprise, acheminant les commandes par SMS et email personnels, créant d'énormes risques de responsabilité pour les provisions d'excellence. Le lundi matin à 9h précises, Élie convoqua Manon dans la salle de conférence exécutive aux parois de verre. « Élie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Manon en entrant, tenant un grand latte glacé d'un café branché. Elle portait un blazer de créateur qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire. Son visage portait un masque d'invulnérabilité suffisante. Elle se croyait honnêtement intouchable. « Assieds-toi, Manon. » Élie désigna le fauteuil en cuir en face d'elle. Sur la table polie reposait une pile de documents bien rangés. Manon prit une gorgée de son latte, jetant à peine un coup d'œil au papier. « Si c'est à propos de l'email de restructuration, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai des appels à passer. » « Cette réunion est la restructuration, » dit Élie. Manon Dubois, directrice adjointe des relations partenaires. À la lumière de notre nouvelle matrice organisationnelle, votre poste a été jugé redondant. Votre emploi prend fin. Avec effet immédiat. Veuillez examiner les documents de fin de contrat et signer. Élie fit glisser le dossier Mani sur la table. Manon se figea. La paille glissa de ses lèvres. La couleur quitta son visage, laissant son fond de teint paraître poudreux et artificiel. Quoi? Licencié? Tu es folle? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, dans le cadre de la rationalisation du département des relations partenaires, nous éliminons les postes en double et optimisons notre masse salariale, déclara Élie, sa voix dépourvue de toute malice. Juste des affaires, pures et simples. Éliminer des postes?
Mais qui diable va gérer les clients de premier rang si je ne suis pas là? La voix de Manon monta dans les aigus, résonnant contre les parois de verre. Je suis le visage de cette entreprise pour ses acheteurs. La gestion des clients est en cours de transition vers un système CRM centralisé et automatisé, répondit calmement Ellie. La pratique de mener des négociations d'entreprise via des téléphones portables privés et des comptes Gmail personnels constitue une violation massive de la conformité. Ça s'arrête aujourd'hui. Manon frappa la table de sa main. Tu essaies de dire que c'est de ma faute parce que j'envoie des SMS à mes clients comme des êtres humains, parce que j'ai une touche personnelle. Il ne s'agit pas de faute, Manon. Il s'agit d'atténuation des risques. Une structure d'entreprise où un seul employé tente de monopoliser les actifs de l'entreprise sur des canaux privés comporte un niveau de risque opérationnel inacceptable, dit Ellie, sans ciller. Manon repoussa violemment sa chaise et se leva, la poitrine haletante. C'est à cause d'Alexandre, n'est-ce pas? Tu es une ex-femme amère et larguée qui se venge sur moi. Très bien, je pars. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Madame la PDG. Quand je franchirai ces portes, la moitié de ton portefeuille partira avec moi. Quand j'emmènerai tes plus gros clients chez un concurrent, tu le regretteras. C'est une possibilité, dit Ellie avec indifférence, joignant ses mains sur la table. Quand cela arrivera, je m'en occuperai. D'ici là, les RH attendent pour vous escorter à votre bureau afin de récupérer vos effets personnels. Manon laissa échapper un ricanement furieux, attrapa son latte et sortit en trombe. La lourde porte de verre se referma derrière elle, le bruit sourd se répercutant dans le silence de l'étage de bureau. Ce même après-midi, une tempête s'abattit sur le hall d'accueil de les provisions d'excellence. Ce n'était pas la météo, c'était Geneviève Dubois, contournant la réceptionniste. Geneviève se dirigea directement vers l'open space principal, ses talons claquant agressivement sur le parquet. « Éléonore Vance, sors d'ici tout de suite » hurla-t-elle. Des dizaines d'employés s'arrêtèrent de taper. Des têtes apparurent au-dessus des cloisons des bureaux. Geneviève ouvrit la porte du bureau d'Ellie sans frapper. « Geneviève, je dois vous demander de baisser la voix. »« C'est un lieu de travail, » dit Ellie en se levant de son bureau. « Ne me dis pas de baisser la voix, » beugla Geneviève, entrant dans la pièce et laissant la porte grande ouverte pour que tout l'étage puisse entendre. « De quel droit vires-tu ma fille? Espèce de sorcière vengeresse et sans cœur. » Les chuchotements balayèrent l'open space comme une brise dans l'herbe sèche. « Que j'en ai le droit ou non n'est pas sujet à débat, » dit Ellie. Elle n'éleva pas la voix, mais sa main se déplaça délibérément vers le téléphone sur son bureau. « Cynthia, veuillez faire monter la sécurité du bâtiment à l'étage de la direction. Nous avons une visiteuse non autorisée. » Les yeux de Geneviève s'écarquillèrent d'incrédulité. « Tu appelles la sécurité pour ta propre famille. Vous êtes en intrusion sur une propriété privée d'entreprise, Geneviève, répondit froidement Ellie en s'avançant pour fermer la porte du bureau. Vous avez 2 minutes pour sortir avec votre dignité, ou vous serez escorté dehors, menottes au poignet. Je suis la présidente directrice générale de cette société. La restructuration des départements relève entièrement de ma juridiction. Juridiction? Qu'est-ce que tu sais du travail acharné de ma Manon? Geneviève pointa un doigt accusateur dans l'espace personnel d'Ellie. Elle a bâti ce département. Tu fais ça pour punir ma famille parce que mon fils t'a quitté pour quelqu'un de mieux. Ellie ne broncha pas. Elle regarda simplement le doigt tremblant et manucuré de Geneviève. Geneviève, c'est une décision d'entreprise. Elle ne sera pas résolue par des explosions émotionnelles. Des émotions? Tu n'as pas d'émotions. Tu vires des gens loyaux sans sourciller. Tu es une machine froide et stérile. Geneviève frappa du poing sur le bord du bureau d'Ellie. Ellie ne réagit pas. Elle resta parfaitement immobile, laissant la crise de colère de Geneviève s'éteindre d'elle-même. Quand Geneviève réalisa qu'elle criait contre un mur de briques, elle souffla, attrapa son sac à main de créateur et sortit du bâtiment en trombe. Dès que Geneviève fut partie, Ellie appuya sur l'interphone. « Cynthia, faites venir le directeur financier immédiatement. » Quand le DAF arriva, Ellie ne perdit pas de temps. Lancez un audit complet de nos protocoles d'approbation des dépenses. Ajoutez une deuxième couche d'autorisation pour toutes les dépenses départementales. Tout remboursement ou virement dirigé vers des comptes personnels doit être gelé et signalé pour mon examen direct. Je veux que chaque faille financière que Manon aurait pu utiliser soit colmatée. C'est comme si c'était fait, Ellie,
dit le DAF en hochant vivement la tête. Ellie colmatait la brèche. Elle savait exactement quel genre d'hémorragie financière pouvait se produire lorsqu'un employé mécontent laissait une traînée de paperasse désordonnée. Le jour suivant, un message anonyme apparut dans le canal Slack général des employés. Est-ce que quelqu'un d'autre pense que le licenciement de la directrice adjointe Dubois était très personnel? On dirait une vengeance pour le divorce de la PDG. Est-ce que nos emplois sont en sécurité si on se met dans ces mauvais papiers? Le moulin à rumeurs tournait à plein régime. Ellie vit le message sur son moniteur. Elle ne tapa pas de réponse défensive. Elle n'organisa pas de réunion générale pour se justifier. Au lieu de cela, elle prit le téléphone. David, RH. Publiez les nouvelles procédures opérationnelles standards. Je veux qu'une matrice complète des autorités départementales et des indicateurs de performance clés, KPI, soit distribuée dans chaque boîte de réception de l'entreprise. Tout de suite. Tout de suite? Le brouillon est assez dense. Ça m'est égal. Envoyez-le. Ellie savait que la transparence était le seul remède à la paranoïa. Elle avait besoin que tout le monde voie les mécanismes exacts de qui était responsable de quoi. En moins d'une heure, toute l'entreprise reçut les nouvelles procédures. Les documents décrivaient clairement les sphères de responsabilité, les règles de conformité pour la communication avec les clients et des limites opérationnelles strictes. Les tâches de gestion des clients que Manon avait précédemment monopolisées furent démocratisées et attribuées à 3 responsables de comptes seniors différents, en fonction de leur expertise régionale. À mesure que les employés lisaient les manuels, les murmures changèrent. « Oh, c'est donc pour ça qu'il remanie le CRM », chuchota un commercial par-dessus une cloison. Manon gardait tout pour elle. Je n'arrivais jamais à obtenir une réponse claire de sa part sur les comptes parisiens. Oui, il n'y avait aucune transparence. Pas étonnant que nous ayons eu autant de goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, répondit un autre. La rumeur mourut d'une mort subite. Ellie avait répondu non pas avec des mots défensifs, mais avec un système irréfutable. Quelques jours plus tard, Ellie se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant la ville. Manon avait promis que la moitié des clients partiraient avec elle. Le téléphone sur le bureau d'Ellie sonna. C'était une ligne directe. Éléonore Vance à l'appareil. Ellie, bonjour. C'est Thomas Bernard de les épiceries fines de la Loire. Thomas, c'est un plaisir de vous entendre. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Eh bien, j'essaie de finaliser nos commandes en gros pour le prochain trimestre. J'ai essayé d'appeler Manon Dubois sur son portable, mais je tombe directement sur sa messagerie. Manon a évolué vers d'autres opportunités, répondit Ellie sans sourciller. Je superviserai personnellement votre compte pendant cette période de transition. Oh, eh bien, honnêtement, c'est une excellente nouvelle. La voix de Bernard s'éclaircit considérablement. Pour être franc avec vous, Ellie, nous avons toujours préféré traiter directement avec vous de toute façon. Manon était. Disons qu'elle pouvait être un peu difficile à joindre pour les prix exacts. Vous faites toujours avancer les choses. J'apprécie ce vote de confiance, Thomas. Examinons vos projections pour le 3e trimestre. Après avoir raccroché, Ellie vérifia son journal d'appel. Sa ligne directe n'arrêtait pas de sonner. Des clients de toute l'Île-de-France l'appelaient. Manon s'était vantée de gérer les clients, mais la réalité était radicalement différente. Manon n'était qu'un goulot d'étranglement, un pigeon voyageur glorifié qui transmettait mal les messages. Les clients faisaient confiance à la qualité de les provisions d'excellence, et ils faisaient confiance à Ellie. Les clients que Manon jurait de voler n'avaient jamais eu l'intention de la suivre. Confirmant que les clients étaient parfaitement heureux de contourner Manon, Ellie eut une autre pensée. Si elle n'était qu'un goulot d'étranglement, qu'en était-il de ces brillants rapports de vente qu'elle brandissait toujours lors des réunions trimestrielles? Ce samedi après-midi, Manon était assise en face de sa mère dans un café branché du Marais. Tenant un latte au matcha, Manon avait l'air incroyablement suffisante. Maman, sérieusement, arrête de t'inquiéter. J'ai déjà une offre d'un des plus grands concurrents des provisions d'excellence. Vraiment, ma chérie? Qui? Le visage de Geneviève s'illumina. Horizon Logistique et Approvisionnement. Leur vice-président des ventes a vu mon statut sur LinkedIn, a vu que j'étais disponible, et m'a contacté immédiatement. Il m'offre une énorme augmentation de salaire de base. Les gens qui comprennent vraiment le secteur connaissent ma valeur.
Bien sûr qu'ils la connaissent, ma chérie, dit Geneviève en applaudissant. J'ai toujours su que tu étais destinée à de grandes choses. Cette vengeresse d'Élie va mener les provisions d'excellence à la faillite sans toi. Elle regrettera le jour où elle a contrarié notre famille. Oh, elle va me supplier de revenir, déclara fièrement Manon. Le lundi, Manon entra dans les bureaux élégants et modernes d'Horizon Logistique. Engagée comme directrice de compte senior, elle devait être opérationnelle immédiatement. Elle avait apporté une clé USB en argent, chargée de gigaoctets de données qu'elle avait téléchargées des serveurs des provisions d'excellence avant que son accès email ne soit révoqué. Voici les modèles de performance du T1 et T2, les stratégies d'acquisition de clients et les modèles de commande en gros que j'utilisais dans mon ancienne entreprise, dit Manon en faisant glisser la clé sur le bureau de son nouveau vice-président. Je pense qu'ils rationaliseront nos processus ici. Excellente préparation, Manon. C'est exactement pourquoi nous vous avons recruté. Nous attendons de grandes choses, la loua le vice-président. Manon rayonna. Je vais leur montrer, pensa-t-elle. Je rendrai Horizon si prospère qu'Élie s'étouffera avec ses propres bilans. Manon ignora la formation interne d'Horizon, supposant que son expérience la rendait inutile. Elle était concentrée sur le fait de devenir une star. De retour à les provisions d'excellence, Élie faisait une plongée profonde dans le serveur d'entreprise partagé. Elle ouvrit le dossier archivé contenant le précieux travail d'analyse de Manon. Elle ouvrit la feuille de calcul de l'analyse des ventes du T2 pour l'Île-de-France. Par curiosité, Élie cliqua sur les propriétés du document pour voir les métadonnées. Créé par Manon Dubois. Dernière modification par Éléonore Vance. Élie ouvrit le rapport d'agrégation de la satisfaction client. Dernière modification par Éléonore Vance. Élie ouvrit le routage proposé pour la chaîne d'approvisionnement du T4. Dernière modification par Éléonore Vance. Élie se pencha en arrière dans son fauteuil, un sourire amer et incrédule se dessinant sur son visage. Elle ouvrit une douzaine d'autres fichiers. Les empreintes numériques étaient partout. Manon n'avait jamais créé un produit fini de sa vie. Manon créait une ébauche squelettique et truffée d'erreurs. Et puis Élie, travaillant tard dans la nuit, voulant soutenir sa belle-sœur et protéger l'entreprise, corrigeait discrètement les données, reformatait les graphiques, réécrivait les résumés exécutifs et finalisait les conclusions. Mon Dieu, la quantité de travail invisible que j'ai investi dans cette fille, murmura Élie dans la pièce vide. Manon se croyait sincèrement un génie des affaires. Elle n'avait aucune idée que toute sa carrière reposait sur l'échafaudage des modifications nocturnes d'Élie. Manon avait fonctionné avec des roulettes pendant 5 ans, et maintenant elle avait pris un poste chez un concurrent impitoyable sans savoir faire du vélo. Pendant que Manon se préparait au désastre, les jeunes mariés, Alexandre et Ambre, dilapidaient l'argent. Dans les semaines qui suivirent le mariage, Ambre traita l'avenue Montaigne comme son terrain de jeu personnel. Elle passait de Neiman Marcus à Saks Fifth Avenue, considérant la thérapie par le shopping comme une profession à plein temps. Un cadeau de mariage que je m'offre à moi-même, narrait Ambre à la caméra de son smartphone, posant devant un miroir en pied tout en tenant un sac Chanel matelassé. Une récompense pour savoir comment prendre la bonne vague dans la vie. Si elle ne faisait pas de shopping, à quoi bon épouser un homme d'affaires plus âgé et supposément riche? Alexandre se tenait à quelques mètres de là, près de la caisse, tendant sa carte de platine. Au début, il avait souri à travers tout ça. Ils étaient de jeunes mariés en lune de miel, mais à chaque paiement, le sourire devenait plus crispé, plus tendu. Quand ils rentrèrent aux Pentouzes, Alexandre craqua finalement. Ambre, écoute. Rien que cette semaine, tu as dépensé plus de 25 000 € sur la carte. Tu ne prévois pas de dépenser à cette vitesse en permanence, n'est-ce pas? Ambre s'arrêta au milieu du déballage d'une paire de lunettes de soleil. Elle le regarda avec une innocence exagérée. 25 000? J'ai à peine acheté quoi que ce soit. Tu es sérieusement en train de me compter mes sous déjà? L'encre de notre certificat de mariage est à peine sèche. Je veux montrer notre style de vie à mes abonnés. Je veux être parfaite pour toi. C'est juste beaucoup de liquidité, Ambre. Tu m'as dit que je n'aurais pas à m'inquiéter de l'argent, rétorqua Ambre, son ton devenant instantanément glacial. Tu m'as dit que tu voulais prendre soin de moi. Tu mentais? Alexandre se tut. Il ne voulait pas déclencher une dispute massive pendant leurs premiers mois de mariage. Il ravala son anxiété et s'éloigna. Le mercredi, Geneviève Dubois décida de jouer le rôle de la matriarche bienveillante.
Elle composa le numéro d'Ambre. Bonjour, ma belle nouvelle belle-fille, gazouilla Geneviève. Je pensais que toi et Alexandre devriez venir à Neuilly-sur-Seine ce week-end. Nous pourrions avoir un charmant dîner de famille, te présenter correctement aux voisins. Oh, salut Geneviève, dit Ambre, sa voix plate. Ouais, mon emploi du temps est complètement plein ce week-end. Plein? À faire quoi, ma chérie? Tu es une femme mariée maintenant. Tu dois donner la priorité à la famille de ton mari. Je t'ai dit que j'ai un emploi du temps chargé. J'ai une retraite de pilates et ensuite je participe à un dîner de collaboration avec une marque. Peut-être une autre fois. Ambre raccrocha brusquement le téléphone. Geneviève se tenait dans sa cuisine impeccable, regardant son téléphone en état de choc absolu. Elle vient de me raccrocher au nez. Attends un peu, petite peste, marmonna Geneviève sous son souffle, son visage s'empourprant de colère. Quand Alexandre avait épousé Ellie 20 ans plus tôt, Ellie avait pratiquement déplacé des montagnes pour s'intégrer dans la famille. Elle avait organisé des dîners, acheté des cadeaux attentionnés et toujours répondu au téléphone à la première sonnerie. Ambre, semblait-il, se fichait éperdument de l'existence de Geneviève. De retour à les provisions d'excellence, l'atmosphère dans l'open space des ventes avait subi une transformation miraculeuse. C'est moi ou c'est étrangement paisible cette semaine, demanda une coordinatrice logistique à son voisin de bureau. C'est vrai. Depuis que Manon est partie, plus de mets contradictoires, plus de crises de nerfs pour des étiquettes d'expédition mélangées. Tu suis juste les procédures, tu l'enregistres dans Salesforce, et c'est fait. Dieu merci, Madame Vance a enfin organisé la matrice. Je peux enfin respirer. Le départ de l'indispensable directrice adjointe n'avait pas provoqué un effondrement. Il avait guéri une maladie chronique. Ellie observait l'étage à travers la vitre de son bureau. Un sentiment de satisfaction tranquille s'installa dans sa poitrine. Elle n'avait pas forcé les gens à travailler plus dur. Elle avait simplement réparé le système défaillant. Les résultats furent instantanés. Le vendredi matin à Horizon Logistique, Manon reçut son tout premier appel entrant d'un client. Horizon Logistique, Manon Dubois à l'appareil, directrice de compte senior. Comment puis-je élever votre entreprise aujourd'hui, répondit-elle doucement. Ouais. Bonjour, ici le responsable des achats des épiceries fines de la Loire, aboya une voix bourrue au téléphone. Je regarde la facture pour la commande en gros de ce mois-ci. Votre tarification est complètement à côté de la plaque. C'est totalement différent de notre base de référence précédente. Manon ouvrit avec assurance la grille tarifaire sur son moniteur. Elle parcourut les lignes. Je regarde la grille de prix actuelle en ce moment, monsieur. Les chiffres correspondent exactement. Correspondent exactement. Ils sont 10 000 € plus élevés que ce que nous avons payé le mois dernier. Avez-vous même vérifié le fichier avant d'envoyer la facture? La voix du client était pleine d'irritation. Monsieur, je l'ai vérifié moi-même et c'est exact en fonction de la structure des niveaux. Si vous appelez ça une vérification, votre entreprise est une blague. Quel genre d'opération d'amateur vous dirigez là-bas? Clic. La ligne fut coupée. Manon resta assise, abasourdie, fixant le combiné. Son vice-président passa et remarqua son visage pâle. Tout va bien, Manon? Les épiceries fines de la Loire viennent d'appeler. L'acheteur prétend que les prix sont faux, mais je les ai vérifiés par rapport à la grille. Le vice-président fronça les sourcils. Les épiceries fines de la Loire, ils sont notoirement méticuleux. Il faut les manier avec des gants. Avez-vous appliqué la réduction promotionnelle du T2? Manon cligna des yeux. La quoi? À les provisions d'excellence, ce client avait été tout aussi agressif, mais Manon ne l'avait jamais su. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait un désaccord, Ellie avait intercepté la colère. Ellie appelait personnellement l'acheteur, s'excusait abondamment, ajustait manuellement les factures et aplanissait les choses, protégeant Manon des retombées. Directeur des achats, je m'excuse sincèrement. Je vais personnellement vérifier le différend et émettre une facture révisée dans l'heure, disait Ellie. Eh bien, si c'est vous qui vous en occupez, Ellie, nous vous faisons confiance. Mais votre adjointe, Manon, est un désastre. Je mettrai en place une formation supplémentaire. Merci de votre patience, répondait Ellie, absorbant le coup. Manon n'avait aucune idée qu'elle était détestée par la moitié de la clientèle.
Maintenant, chez Horizon, opérant sans le tampon protecteur d'Ellie, Manon devait faire face à la réalité brutale du marché. Les fissures dans sa façade apparaissaient déjà. Le mardi après-midi, l'anxiété de Manon montait, mais son ego refusait de lui laisser admettre qu'elle était dépassée. Elle croyait fermement qu'elle était un prodige. Le système était juste en train de s'adapter à son génie. Un email urgent apparut dans sa boîte de réception. Une énorme chaîne de restaurants régional avait besoin d'une livraison d'urgence pour le lendemain matin. Manon, pouvez-vous accélérer cela, demanda son vice-président en se penchant sur son bureau. Absolument. Considérez que c'est fait, dit Manon avec confiance. Elle consulta l'indice des prix de gros, saisit rapidement les articles, généra l'énorme bon de commande et appuya sur « Envoyer ». Tout est réglé, rapporta TL. Le vice-président demanda à voir l'écran de confirmation. Il parcourut les chiffres. Son front se plissa. Manon, ces prix sont-ils exacts? Oui, j'ai triplement vérifié. Avez-vous utilisé la grille de prix de septembre ou la liste de liquidation d'août? L'estomac de Manon se noua. Elle retourna précipitamment dans le répertoire. Elle avait utilisé le fichier d'août. Oh, attendez. Laissez-moi juste. Mais il était trop tard. Le système automatisé avait déjà verrouillé la commande et l'avait expédiée à l'entrepôt au tarif réduit d'août. L'erreur de marge était catastrophique. Elle venait de faire perdre à l'entreprise près de 8 000 € de revenus sur une seule commande. Pourquoi avez-vous contourné la vérification chronologique de base? La voix du vice-président n'était plus encourageante. Elle était glaciale. Je suis désolé. Je me dépêchais pour respecter la date limite. Dans mon ancienne entreprise, le système mettait automatiquement à jour la base de données. Je ne veux pas entendre parler de votre ancienne entreprise, interrompit sèchement le vice-président. Ici, c'est Horizon Logistique. Nous ne fonctionnons pas avec des roulettes. Ne laissez plus une erreur d'amateur comme celle-ci se produire. Il se retourna et s'éloigna. Manon resta assise sur sa chaise, les poings serrés sur ses genoux, le visage brûlant d'humiliation. Dans son propre bureau, Ellie était en conférence téléphonique avec l'un des plus anciens clients de les provisions d'excellence. Madame Vance, concernant la tarification de ce mois-ci. J'ai déjà repéré l'erreur, Monsieur David, déclara Ellie, projetant un contrôle absolu. Mon équipe a accidentellement fait référence au catalogue d'août au lieu de celui de septembre. J'ai déjà demandé à la comptabilité de générer une facture corrigée et nous appliquons une remise de courtoisie de 5% sur le fret pour le désagrément. Oh, eh bien, c'est un service spectaculaire, Ellie. Merci. Ellie raccrocha et appela le DAF via l'interphone. Vérifiez les listes de diffusion automatisées. Assurez-vous que les catalogues de prix de septembre sont archivés de manière permanente et inaccessibles pour les devises actuelles. Rendons le logiciel à l'épreuve des erreurs. Je m'en occupe, répondit le DAF. Ellie savait exactement ce que Manon vivait de l'autre côté de la ville. Le secteur de la logistique en gros à Paris était un petit monde. Les nouvelles voyageaient vite lorsqu'un responsable de compte majeur bâclait une commande massive. Mais Ellie ne se réjouissait pas. Elle s'en fichait. Manon n'était plus son problème. Manon devait faire face aux conséquences de sa propre incompétence. Le jeudi, le numéro de Geneviève Dubois clignota de nouveau sur le téléphone d'Ellie. Ellie envisagea de l'ignorer, mais répondit. Éléonore. La voix de Geneviève dégoulinait de venin. Il semble que ta petite entreprise survive sans ma Manon. Que puis-je faire pour vous, Geneviève? J'ai des amis dans le secteur, j'ai posé des questions. J'entends dire que tes employés travaillent très bien. Je pensais honnêtement que les provisions d'excellence feraient faillite sans les relations de ma fille, mais il semble que tu gardes la tête hors de l'eau. Le ton de Geneviève était lourd de sarcasme et de ressentiment. Une entreprise correctement structurée fonctionne comme un système, Geneviève. Elle ne repose pas sur les caprices d'un seul individu. Un système, c'est ça? Parce que tu es un robot sans cœur qui traite les gens comme des rouages dans une machine. Tu peux diriger les choses avec ton cœur froid et mort, mais tu regretteras d'avoir traité ma famille de cette façon. Tu mourras seul. Si j'ai des regrets, je les assumerai, répondit Ellie, totalement impassible. S'il vous plaît, ne m'appelez plus pendant les heures de bureau. Elle mit fin à l'appel. À Neuilly-sur-Seine, Geneviève jeta son iPhone sur son canapé en peluche,
hurlant de frustration. Ce week-end-là, la félicité des jeunes mariés dans le pantouse d'Alexandre s'acidifiait rapidement. Et, Ambre, je pensais qu'on devrait aller voir ma mère ce week-end, suggéra timidement Alexandre, appuyé contre le cadre de la porte de la salle de bain principale. Ambre appliquait soigneusement une couche de rouge à lèvres Dior. Elle croisa son regard dans le miroir. Tes parents? Sans façon. Ça ne m'intéresse absolument pas d'aller en banlieue. Ça fait 1 mois qu'on est mariés et tu n'y es pas allé une seule fois. C'est juste du respect élémentaire. On doit aller leur dire bonjour. Je me sens mal à l'aise là-bas. Ta mère est envahissante. Je n'irai pas. Ambre, s'il te plaît, juste pour quelques heures. Si tu veux tellement y aller, vas-y tout seul, rétorqua Ambre en jetant le rouge à lèvres dans sa trousse de maquillage de créateur. Je ne peux pas y aller tout seul. Tu es ma femme. Ils veulent nous voir. On dirait que c'est ton problème, Alexandre. Je ne mettrai pas les pieds dans cette maison pour être interrogé par ta mère. Fin de la discussion. Ambre passa devant lui en trombe, attrapant son manteau. Alexandre resta seul dans l'immense salle de bain, fixant son propre reflet fatigué. À la fin du mois, Alexandre reçut son relevé de carte de platine par la poste. Il déchira l'enveloppe, s'attendant à un chiffre élevé. Mais quand ses yeux se posèrent sur le solde total, son sang se glaça. 50 000 € en 30 jours. Ambre, cria Alexandre, sa voix se brisant de panique. Il se dirigea vers le salon, agitant le relevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu pu dépenser 50 000 € en 1 mois? Ambre sortit de la chambre, l'air agacé. Excuse-moi, pourquoi tu cries? La carte de crédit. 50 000 €. Qu'est-ce que tu as fait tout le mois? Alexandre n'avait jamais élevé la voix sur elle auparavant. Il était sincèrement terrifié. Sa richesse était une illusion d'actifs bloqués. Pour garder son pantouse de luxe et éviter une longue bataille judiciaire avec Ellie, Alexandre avait bêtement accepté un règlement illiquide. Sa valeur nette était immobilisée dans des biens immobiliers fortement hypothéqués et des obligations à long terme restreintes. Son flux de trésorerie mensuel réel ne pouvait tout simplement pas supporter une telle hémorragie. À quoi ça ressemble? J'ai vécu ma vie, dit Ambre en croisant les bras sur la défensive. Nous sommes mariés maintenant, Alexandre. Ton argent, c'est notre argent. Il y a une différence entre notre argent et nous conduire à la faillite. As-tu la moindre notion de budget? Un budget? Ambre rit, un son sec et cruel. C'est fort de café venant de toi. Tu m'as promis un style de vie de luxe. Tu as dit que tu m'achèterais tout ce que je voulais. As-tu oublié tes propres promesses? Alexandre était abasourdi. C'est juste que... C'est trop. C'est excessif. Excessif? Oh, laisse-moi deviner. Ton ex-femme ne dépensait jamais d'argent. Ton ex-femme était si économe et ennuyeuse. Laisse Ellie en dehors de ça. Non, parlons-en. Ambre s'avança vers lui. As-tu la moindre idée du stress que j'ai enduré en attendant que tu divorces enfin d'elle? Se cacher, être la petite amie secrète? Considère ces 50 000 € comme ma prime de compensation pour avoir géré tes bagages. La mâchoire d'Alexandre tomba. Il n'avait absolument aucune défense contre son arrogance agressive. Il était sans voix. Ayant remporté l'argument par pure audace, Ambre roula des yeux, se retira dans la chambre et claqua la porte. Le mardi, Horizon Logistique tint sa réunion stratégique générale obligatoire. C'était au tour de Manon de présenter. Elle se tenait à la tête de la longue table de conférence en acajou, cliquant sur un pointeur laser, projetant ses diapositives sur l'écran massif. Voici l'analyse complète des ventes et de la distribution régionale pour le trimestre à venir, annonça Manon avec confiance, passant à la diapositive suivante. C'était un graphique complexe et magnifiquement formaté détaillant les marges de fret. Le vice-président des ventes, assis près du premier rang, se pencha en avant et plissa les yeux vers l'écran. Il fronça les sourcils. Manon, une seconde. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce modèle de formatage exact. Je l'ai construit à partir de zéro, dit rapidement Manon. Le vice-président se leva, se dirigea vers l'écran et pointa le coin inférieur droit de la diapositive. Incrusté légèrement en arrière-plan, presque translucide, se trouvait un filigrane. Le vice-président le traça du doigt.
Est-ce que c'est le logo de les provisions d'excellence? La pièce devint silencieuse. 15 cadres supérieurs fixèrent l'écran, puis Manon. Le cœur de Manon cogna contre ses côtes. Elle paniqua. Oh, j'ai dû oublier de supprimer la couche d'arrière-plan. Oublier de la supprimer? La voix du vice-président baissa d'une octave. Manon, avez-vous apporté des documents confidentiels et propriétaires de votre employeur précédent pour les utiliser ici? Non, j'ai créé les données. J'ai emprunté le modèle esthétique, balbutia Manon, sa voix montant dans les aigus. Laissez-moi être très clair, dit le vice-président, son ton assez glacial pour geler de l'eau. Tout ce qui est généré sur les serveurs des provisions d'excellence est la propriété intellectuelle des provisions d'excellence. Si vous importez de la propriété intellectuelle volée dans notre écosystème, vous exposez Horizon Logistique à des poursuites judiciaires catastrophiques pour espionnage industriel. Ce n'est pas volé, c'est à moi. J'ai fait ces rapports, cria presque Manon, le visage rouge cramoisi. Clairement, vous n'avez pas fait le modèle, marmonna un directeur. Les yeux du vice-président se plissèrent de dégoût. Je retire cette présentation immédiatement. Vous êtes officiellement en probation, Manon. Une autre erreur et vous êtes renvoyé. Manon tenta de bredouiller des excuses, mais sa crédibilité était complètement détruite. Ses pairs la regardaient non pas comme un prodige, mais comme un passif et une fraude. Après la réunion, Manon courut presque jusqu'à son bureau et s'effondra sur sa chaise. Ses mains tremblaient violemment. Elle ouvrit les fichiers originaux sur son ordinateur portable. Elle zooma. Le filigrane était là. Et quand elle vérifia l'historique du document, elle le vit à nouveau, modifié par Éléonore Vance. Pour la première fois de sa vie, la bulle illusoire dans laquelle vivait Manon éclata. Le travail de génie immaculé qu'elle pensait avoir produit pendant 5 ans était un mensonge. Élie l'avait porté. Élie avait fait le travail. Mais au lieu de ressentir de la gratitude ou de l'humilité, Manon sentit une vague de rage chaude et venimeuse. Elle refusa d'accepter qu'elle était incompétente. Elle se convainquit qu'Élie avait intentionnellement saboté les fichiers pour la faire paraître mauvaise. Alors que la carrière de Manon plongeait dans le désastre, Geneviève Dubois plaçait tous ses espoirs en Ambre. Au moins, sa nouvelle belle-fille était jeune, belle et amusante. Le samedi était le 65e anniversaire de Geneviève. Depuis le petit matin, Geneviève s'affairait dans sa cuisine, préparant un dîner élaboré, attendant avec impatience l'arrivée de son fils et de sa nouvelle femme trophée. Mais à 17h, l'allée restait vide. À 18h, la nourriture refroidissait. Geneviève sortit finalement son téléphone et composa le numéro d'Alexandre. « Alexandre, où êtes-vous ? Le rôti est prêt. » Alexandre répondit, sa voix tendue et épuisée. « Maman, écoute, je suis vraiment désolé. Ambre dit qu'elle doit aller voir ses propres parents ce soir. » Ce soir ? Le jour de mon 65e anniversaire, halta Geneviève en s'agrippant au comptoir. A-t-elle oublié ? Elle sait. Elle dit juste qu'elle ne peut pas faire autrement. Une femme qui ne daigne pas se présenter pour l'anniversaire marquant de sa belle-mère. Mets-la dans la voiture et amène-la ici tout de suite, Alexandre. Maman, je ne peux pas la forcer à monter dans la voiture. J'ai essayé de lui parler. Elle est très indépendante. Tu dois essayer de comprendre. Alexandre raccrocha et se tourna vers Ambre, qui se tenait dans le hall, tenant ses clés de voiture et un sac Prada. Ambre, c'est l'anniversaire de ma mère. Tu dois venir. C'est une question de décence humaine élémentaire. Bienvenue dans l'ère moderne, Alexandre, ricana Ambre. Si c'est un anniversaire, je suis censé tout laisser tomber et jouer la petite femme au foyer parfaite. Mes projets sont plus importants pour moi. Mais c'est son premier anniversaire depuis notre mariage. Alors vas-y tout seul. J'ai des réservations pour dîner avec ma mère. Tu dois aussi montrer du respect à ma famille, plaida Alexandre. Ambre rit, ouvrit la porte d'entrée et sortit sans un mot de plus. La lourde porte en chêne se referma, laissant Alexandre debout dans le silence assourdissant de son appartement cher et vide. Plus tard dans la soirée, Geneviève se tenait dans l'allée de sa maison de Neuilly-sur-Seine, se plaignant à sa voisine. Ma nouvelle belle-fille n'a même pas pris la peine de venir pour mon anniversaire, renifla Geneviève, tenant un verre de vin. Pouvez-vous croire à quel point les jeunes sont égoïstes aujourd'hui ? Oh,
Je suis vraiment désolé, Geneviève, sympathisa la voisine. C'est terrible. Dites, votre ancienne belle-fille, Ellie, n'était-elle pas adorable? Je me souviens qu'elle organisait ces magnifiques garden parties pour vous. Et ne vous conduisait-elle pas à Paris pour tous vos rendez-vous médicaux? Geneviève se figea. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Ellie. Ellie n'avait jamais manqué un anniversaire. Ellie glissait à Geneviève une épaisse enveloppe d'argent chaque mois pour ses dépenses de shopping. Ellie avait pris des jours de congé pour la conduire à ses séances de kinésithérapie. Eh bien, oui. Elle avait ses bons moments, concéda Geneviève à contre-cœur. Pourquoi ont-ils divorcé déjà? Vous sembliez toujours si proches, insista la voisine. Oh, vous savez, des différends irréconciliables. Ils ne s'entendaient tout simplement pas, mentit doucement Geneviève, désespérée de cacher la vérité honteuse de l'infidélité de son fils. Le lundi matin au siège de les provisions d'excellence, Ellie prenait un café dans la salle de pause quand une de ses comptables seniors l'approcha timidement. Madame Vance? En fait, j'habite à Neuilly-sur-Seine, près de votre ancienne belle-mère. Vraiment, Brigitte? Demanda Ellie en remuant son café. Oui, ma mère est amie avec elle. Elle a dit que Geneviève a beaucoup parlé de vous ces derniers temps, disant que vous lui donniez de l'argent, que vous étiez une belle-fille si dévouée. On dirait qu'elle vous regrette vraiment. Ellie s'arrêta, la cuillère tintant contre la tasse en céramique. Pendant une brève et fugace microseconde, une pointe de nostalgie fantôme lui serra la poitrine. Une petite voix murmura qu'elle pourrait peut-être la contacter, qu'elle pourrait peut-être sauver une relation. Mais Ellie écrasa violemment cette pensée. Elle secoua la tête. Elle savait exactement comment fonctionnaient les Dubois. Geneviève n'avait pas changé. Geneviève n'éprouvait pas de remords sincères. Elle était juste dérangée par sa nouvelle réalité. Au moment où Ellie remettrait les pieds dans leur orbite, il recommencerait à la saigner à blanc. C'est gentil de sa part de dire ça, Brigitte, dit Ellie, sa voix parfaitement neutre. Mais ils sont de parfaits inconnus pour moi maintenant. Elle retourna à son bureau, fermant la porte du passé derrière elle. Le mercredi soir, le téléphone d'Ellie sonna. C'était Geneviève. Ellie expira lentement et répondit. Allô, Geneviève. Ellie, c'est moi. La voix de Geneviève était remarquablement douce, presque suppliante. Je pensais juste. Si tu as encore un peu de décence, tu devrais vraiment venir dîner, juste pour dire bonjour. Nous avons partagé 20 ans d'histoire, Ellie. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Geneviève, je n'ai absolument plus aucun lien avec votre foyer. Et alors, si tu es divorcée d'Alexandre? Le lien émotionnel est toujours là. As-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Comment je t'ai accueilli dans ma maison? Le ton de Geneviève était doux, manipulateur, mais il ne fallut pas longtemps pour que le masque tombe. D'ailleurs, tu nous dois bien ça. Tu as viré ma Manon. Tu as publiquement humilié notre famille. Le moins que tu puisses faire est de venir, de t'excuser, et nous pourrons trouver comment arranger ce gâchis. Compris. Geneviève jouait toujours la victime. Elle accusait toujours Ellie de tout. Ellie ne discuta pas. Elle ne cria pas. Elle raccrocha simplement le téléphone, bloqua le numéro de Geneviève sur son iPhone et laissa échapper un long soupir purificateur. Rien n'avait changé, et rien ne changerait jamais. Cette même semaine, une vague de célébration déferla sur les bureaux de les provisions d'excellence. Madame Vance, nous venons de conclure le contrat avec BioAtlantic, cria le vice-président des ventes depuis le seuil de son bureau. Vous êtes sérieux? Les droits de distribution exclusifs? Ellie se leva, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Signé et scellé. Ils ont dit que nos nouveaux indicateurs de conformité et nos modèles de chaîne d'approvisionnement transparents ont pulvérisé Horizon Logistique. Ellie sortit dans l'open space et applaudit son équipe. En rompant les liens toxiques et népotistes qui l'avaient enchaîné, et en se concentrant uniquement sur la méritocratie et l'efficacité systémique, son entreprise était devenue un mastodonte inarrêtable. Ses clients faisaient confiance à son professionnalisme et ses employés s'épanouissaient dans le nouvel environnement transparent. Pendant ce temps, Manon se noyait. Désespérée de prouver qu'elle n'était pas un échec, Manon restait au bureau d'Horizon Logistique jusqu'à 21h tous les soirs, essayant frénétiquement de corriger manuellement ses erreurs qui s'accumulaient. Tout ça,
c'est à cause des provisions d'excellence, marmonnait-elle pour elle-même, fixant d'un œil rouge une feuille de calcul. Elle refusait d'admettre qu'elle manquait des compétences fondamentales pour son poste. Elle accusait Ellie de ne pas l'avoir formée correctement. Elle accusait le logiciel d'Horizon d'être peu intuitif. L'illusion était une armure épaisse protégeant son ego fragile. Ellie m'a ruiné. Elle m'a piégé pour que j'échoue, chuchotait Manon au bureau vide, son ressentiment s'envenimant en pure toxicité. Ce week-end-là, Ambre posta un nouvel album photo sur Instagram. Week-end entre filles à Miami. Vacances purifiantes pour l'âme avec la meilleure maman du monde. Béni voyage de luxe. Les photos montraient Ambre et sa mère se prélassant sur un yacht privé, buvant du Dom Pérignon et portant des sacs de course sur Lincoln Road. Chaque centime était facturé sur la carte d'Alexandre. Les vols en première classe, la suite avec vue sur l'océan au Fontainebleau, la location du yacht, les dîners chez Carbone. Le week-end de 3 jours avait coûté plus de 35 000 €. Quand Alexandre vit les frais en attente sur son application bancaire, il eut la nausée. Il s'assit sur le bord de son lit, se frottant les tempes, sentant un poids lourd et écrasant sur sa poitrine. S'il disait un mot à Ambre à ce sujet, elle exploserait, ferait ses valises et exigerait un règlement de divorce. Il était piégé dans une prison de sa propre fabrication. Plus tard cette semaine-là, Ellie était assise à son îlot de cuisine, entourée d'une montagne de vieux papiers. C'était la saison des impôts, et son expert comptable avait besoin des relevés bancaires personnels historiques pour finaliser la division des biens du divorce. En feuilletant un classeur de relevés de 2022, un virement récurrent spécifique attira son attention. 15 mars 2022, virement à Geneviève Dubois, 2 000 €. Allocation mensuelle. 18 mars 2022. Virement à Geneviève Dubois, 3 500 €. Mémo, urgence médicale. Ellie fronça les sourcils. Elle consulta son ancien calendrier numérique. Elle se souvenait distinctement que Geneviève l'avait appelée en panique, prétendant que Manon avait une urgence médicale et avait besoin d'argent immédiatement. Ellie creusa plus profondément dans les anciens relevés. Un schéma écœurant apparut. Juillet 2021, virement à Geneviève, 4 000 €. Mémo, dette de carte de crédit de Manon. Novembre 2021, virement à Geneviève, 5 500 €. Mémo, réparation de la voiture de Manon. Mai 2022, virement à Geneviève, 3 000 €. Mémo, loyer impayé de Manon. Ellie recoupa les entrées de son journal personnel. Chaque fois que Geneviève avait supplié pour des fonds d'urgence, pleurant à cause de factures d'hôpital ou de réparation de maison, l'argent était allé directement renflouer Manon de ses choix de vie irresponsables. Geneviève avait instrumentalisé le concept de famille pour extorquer émotionnellement Ellie, canalisant le salaire durement gagné d'Ellie pour subventionner la garde-robe de créateur et les vacances de luxe de Manon. Mon Dieu, chuchota Ellie, un rire froid s'échappant de ses lèvres. Je n'étais pas une belle fille. J'étais une caisse noire. Geneviève s'était sentie totalement en droit de disposer de la richesse d'Ellie, la considérant comme un bien commun à distribuer à ses vrais parents de sang. Ellie ferma le classeur. Toute trace microscopique de culpabilité qu'elle ressentait pour avoir licencié Manon ou coupé les ponts avec Geneviève s'évapora instantanément. Elle était totalement, définitivement libre. Le mardi après-midi, Ambre était assise à la terrasse d'un bistrot chic du 16e arrondissement avec sa mère. « Maman, si tu es à court d'argent ce mois-ci, dis-le-moi, » dit Ambre nonchalamment en prenant son iPhone. « Je viens de virer 10 000 € sur ton compte. » Elle tapa une dernière fois sur l'écran et glissa le téléphone dans son sac Birkin. Ça devrait être disponible demain matin. Oh, Ambre, ma chérie, c'est tellement, haleta sa mère, les yeux écarquillés. Dépense-le comme tu veux, maman. Fais rénover la cuisine. J'en aurai plus pour toi le mois prochain, rayonna Ambre, enivrée par le pouvoir de jouer la riche bienfaitrice. Tu es un ange. Je vais mettre ça directement à la banque. D'ailleurs, se pencha Ambre d'un air conspirateur, je viens de nous réserver une retraite de luxe de 10 jours aux Maldives pour le mois prochain. Bungalow sur l'eau, chef privé, tout le tralala. Sa mère parut nerveuse. Les Maldives? Mais nous étions à Miami il y a peu. Alexandre ne sera-t-il pas furieux que tu le laisses seul si longtemps? Oh, s'il te plaît. J'ai Alexandre complètement sous mon contrôle. Il ne dira pas un mot, dit Ambre en prenant une gorgée de son mimosa. Bien sûr,
l'acompte de 25 000 € pour les Maldives avait déjà été débité de la carte d'Alexandre. Ce soir-là, Geneviève appela Alexandre, la voix hystérique. « Alexandre, est-ce qu'Ambre vient au barbecue familial ce week-end ou pas ? Maman, s'il te plaît. Je te l'ai dit. » Alexandre se frotta les yeux. Elle ne peut pas venir. Elle dit qu'elle va encore chez ses parents, n'est-ce pas ? Elle est toujours avec sa mère. Elle ne travaille pas. Elle ne fait que vider ton compte en banque et ignorer ta famille, hurla Geneviève. Maman, je vais essayer de lui parler. Arrête de lui parler et commence à agir comme un homme. Tu es son mari. Amène-la ici. Alexandre raccrocha, sentant que son crâne allait se fendre. Il entra dans le salon où Ambre faisait défiler TikTok. Ambre, ma mère nous supplie de venir au barbecue ce week-end. Tu prends constamment l'avion pour voir ta mère. Peux-tu s'il te plaît, juste pour 2 heures, venir chez ma mère ? Ambre verrouilla son téléphone et le foudroya du regard. Je vais voir ma famille parce que j'aime vraiment ma famille. Je ne mettrai pas les pieds dans ce cauchemar de banlieue toxique. C'est une question de compromis. Non, c'est une question de limite. Ta famille me met mal à l'aise. C'est mon choix de protéger ma tranquillité. Fin de la discussion. Ambre se leva et se dirigea vers la chambre en claquant la porte. Alexandre s'effondra sur le canapé. Il était piégé entre une mère exigeante et manipulatrice émotionnellement, et une femme narcissique et financièrement parasite. Il était épuisé jusqu'à la moelle. Le jour suivant, Alexandre se rendit à Neuilly-sur-Seine dans une tentative désespérée d'apaiser sa mère. Au moment où il franchit la porte, Geneviève déchaîna l'enfer. « Pourquoi n'est-elle pas avec toi ? Se moque-t-elle de moi ?» exigea Geneviève en arpentant la cuisine. « Maman, elle est occupée. Occupée à dépenser ton argent. Occupée à emmener sa mère à Miami. C'est une croqueuse de diamants, Alexandre. Tout le quartier se moque de nous. Je lui parlerai, maman. Je le promets. » Parler. Pourquoi es-tu si faible ? Avec Ellie, tu étais le roi du château. Ellie te respectait. Cette fille te traite comme un distributeur de billets. Alexandre explosa. Eh bien, que veux-tu que je fasse, maman ? J'ai quitté Ellie parce que tu te plaignais constamment qu'elle travaillait trop. J'ai trouvé quelqu'un de jeune et d'amusant, exactement comme tu le voulais, et maintenant ma vie est un enfer. Geneviève le dévisagea, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Alexandre fit demi-tour, sortit et retourna à Paris en silence. De retour à les provisions d'excellence, l'audit annuel de l'entreprise était en cours. Une équipe d'auditeurs externes occupait la salle de conférence principale, examinant une montagne de données financières et opérationnelles. « Madame Vance », dit l'auditeur principal en entrant dans le bureau d'Ellie. « Je dois vous féliciter. Vos cadres de conformité interne et vos matrices de KPI départementales sont parmi les plus rigoureux que j'ai vus dans le secteur. En décentralisant les comptes des relations partenaires, vous avez pratiquement éliminé vos risques de points de défaillance uniques. » « Merci, » dit Ellie en souriant. « Votre taux d'efficacité a augmenté de 18% par rapport à l'exercice précédent. Quelle que soit la restructuration que vous avez effectuée au 2e trimestre, c'était un coup de maître. L'entreprise est à toute épreuve. » Ellie regarda par la fenêtre. Elle avait pris le désordre chaotique et émotionnel que Manon avait créé et l'avait remplacé par une logique froide, dure et infaillible. Les rumeurs s'étaient tues. Les profits avaient grimpé en flèche. Le système primait sur l'émotion. Le jeudi après-midi, le dernier clou fut planté dans le cercueil de Manon chez Horizon Logistique. Manon avait été chargée d'une simple coordination logistique pour une livraison massive de fruits de mer à une franchise de sushi haut de gamme. Le poisson devait être maintenu à une température précise et livré avant 6 heures du matin. Manon, distraite et dépassée, avait enregistré l'heure de livraison à 18 heures. Manon. Le vice-président des ventes dévala l'allée des bureaux, le visage violet de rage. Il claqua un presse-papier sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda Manon en se recroquevillant. « La franchise de sushi vient d'appeler. Ils ont 50 chefs qui tournent en rond sans inventaire. Vous avez entré la fenêtre de livraison avec 12 heures de retard. Un camion plein de thon rouge de première qualité est resté sur un quai de chargement, en train de se dégrader. » Manon consulta frénétiquement la commande.
Je pensais que c'était marqué PM sur l'email du client. Êtes-vous incapable de lire un manifeste en heure militaire standard? Le vice-président criait maintenant, sans se soucier de qui l'entendait. D'abord, vous apportez de la propriété intellectuelle volée dans ma salle de conseil et maintenant ça. Vous nous avez fait perdre ce compte. Un contrat annuel de 2 millions d'euros envolé parce que vous ne savez pas lire l'heure. Ce n'est pas ma faute. Le formulaire de saisie est déroutant. Dans mon ancienne entreprise. Si j'entends encore une fois les mots ancienne entreprise, je vais perdre la tête, interrompit le vice-président, sa voix tombant à un murmure terrifiant de calme. Faites vos cartons, Manon. Quoi? Vous ne pouvez pas me virer. Je ne vous vire pas. Les RH vous virent. Je veux que vous soyez hors de ce bâtiment dans 10 minutes. Manon resta assise, figée. Personne dans les bureaux environnants ne croisa son regard. Personne ne la défendit. Elle attrapa lentement son sac à main. La réalité brutale de sa propre incompétence profonde écrasant enfin son ego illusoire. Pourtant, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture avec une boîte en carton de ses affaires, elle marmonnait encore pour elle-même, « Ellie a ruiné ma vie ». Le samedi, Alexandre était assis à son îlot de cuisine, faisant une analyse approfondie de ses finances personnelles. La panique s'était installée. Il liquidait des actions juste pour couvrir les minimums mensuels de la carte de crédit. En parcourant l'historique de son compte courant, il remarqua une séquence bizarre de virements automatiques. 5 du mois, virement au compte courant d'Ambre, 5 000 euros. Mémo, dépenses du ménage. 15 du mois, virement au compte courant d'Ambre, 10 000 euros. Mémo, soutien familial. 25 du mois. Virement au compte courant d'Ambre, 5 000 euros. Mémo, argent de poche. Alexandre fixa l'écran. 20 000 euros par mois en virement. Il se dirigea vers le salon où Ambre regardait la télévision. Ambre, que sont ces virements automatiques? 10 000 euros pour le soutien familial chaque mois. Ambre ne leva même pas les yeux de l'écran. C'est exactement ce que ça dit. Le 5, c'est pour mon entretien personnel. Le 15, ça va à ma mère. Le 25, c'est mon argent de poche. Tu envoies 10 000 euros de mon argent à ta mère chaque mois. La voix d'Alexandre résonna contre les hauts plafonds. Ma mère est une femme seule. Je l'aide. Ça fait 120 000 euros par an. Tu ne m'as même pas demandé. Te demander? Ambre le regarda enfin, les yeux plissés. Tu m'as dit que j'avais carte blanche. Je suis un atout pour toi, Alexandre. Je te fais bien paraître. Si tu veux une femme trophée, tu dois payer les frais d'entretien. Alexandre la regarda. Il ne voyait pas une femme. Il voyait un parasite. Il réalisa avec une clarté horrifiante qu'il n'avait pas contracté un mariage. Il avait signé un contrat de sponsoring. Il avait échangé une partenaire loyale, brillante et solidaire contre une sangsue qui le méprisait. Comment peux-tu être si insensible, murmura Alexandre. Tu me saignes à blanc. Si tu ne peux pas te me permettre, tu n'aurais pas dû m'épouser, rétorqua froidement Ambre. Alexandre ne pouvait pas dormir. Pendant 3 jours, il erra comme un fantôme. Ses comptes en banque se vidaient. Sa mère lui hurlait dessus. Et sa nouvelle femme le regardait comme s'il était un distributeur de billets avec un clavier cassé. Les 2 mois suivants devinrent un flot absolu de dettes de cartes de crédit croissantes et de silence amer et épuisant. À leur 3e mois de mariage, le Penthouse ressemblait à une prison. Le mercredi soir, quand Ambre rentra d'une journée au spa, Alexandre était assis à la table de la salle à manger. Il faut qu'on parle, dit Alexandre. Je suis épuisé. Faisons ça demain, dit Ambre d'un ton dédaigneux. Je veux divorcer. Le Penthouse tomba dans un silence complet. Ambre s'arrêta net, ses sacs de créateur pendant à ses poignets. Elle se tourna pour le regarder. Un divorce? Tu fais une dépression nerveuse? Je ne peux plus vivre comme ça, Ambre. Je meurs de l'intérieur. Ambre le fixa un long moment. Puis un sourire lent et prédateur se dessina sur son visage. Très bien. Mais je vais te plumer. Me plumer? As-tu la moindre idée de l'argent que tu as déjà flambé? Tu n'as aucune conscience. La conscience n'a rien à voir là-dedans. C'est un contrat légal.
tu abandonnes unilatéralement le mariage. Je demanderai une énorme indemnité forfaitaire et une pension alimentaire. Ambre ne versa pas une seule larme. Elle ne lui demanda pas de rester. Elle passa instantanément à une négociation hostile. Je veux 1,2 million d'euros net d'impôts comme indemnité de départ, exigea-t-elle. Son ton était ennuyé mais létal. 1,2 million ? Nous sommes mariés depuis 3 mois. Aucun juge ne te donnera un centime de pension, rit Alexandre, bien que la panique lui noua l'estomac. Ambre sourit, une lente et venimeuse courbe de ses lèvres. Je n'ai pas besoin d'un juge. Mes avocats ont demandé à un expert comptable d'examiner les documents financiers que tu as si négligemment laissés sur le comptoir pendant ton divorce avec Ellie. Ils savent exactement combien de revenus tu as cachés au médiateur dans ces sociétés offshore pour réduire son règlement. Le sang d'Alexandre se glaça. Le rire mourut dans sa gorge. Alors, chuchota Ambre en se penchant en avant. Donne-moi l'argent ou mon prochain appel sera pour l'expert comptable d'Ellie, suivi immédiatement par le fisc. C'est ton choix, chérie. Alexandre enfouit son visage dans ses mains. Il était complètement vaincu. Le jour suivant, Alexandre se traîna chez sa mère. Quand il lui annonça la nouvelle, Geneviève faillit s'évanouir. Encore un divorce. Sais-tu ce que le club va dire ? Tu es la risée de tous. Maman, je perds la tête. Je ne peux plus respirer dans cet appartement. Tu ne peux plus respirer ? Et ma réputation ? D'abord Ellie, maintenant cette fille. Pourquoi ta vie est-elle un tel désastre, Alexandre, hurla Geneviève, ramenant tout à elle. Alexandre regarda sa mère. Dans son moment le plus sombre et le plus désespéré, elle n'offrait aucun réconfort. Elle ne se souciait que des ragots du quartier. Il réalisa bien trop tard que sa famille était un poison. Le vendredi, Ambre posta une photo cryptique et maussade d'une fenêtre pluvieuse sur sa story Instagram. La légende disait, le mariage demande 2 personnes. Si une personne refuse de faire des efforts, il faut se choisir soi-même. J'ai tout essayé pour nous sauver, mais il est maintenant temps de protéger ma paix et d'entrer dans mon prochain chapitre. Amour de joie guérison. Les commentaires affluèrent. Reste forte. Tu mérites tellement mieux, ma reine. En coulisses, les avocats d'Ambre étaient impitoyables. Ma cliente n'acceptera pas un centime de moins que 1,2 million d'euros, dit son avocat au conseil d'Alexandre. Alexandre avait l'impression d'étouffer. Cette nuit-là, assis seul dans son appartement sombre avec un verre de scotch, ses pensées dérivèrent vers Ellie. Il se souvint comment elle lui massait les épaules quand il était stressé. Il se souvint comment elle avait bâti les provisions d'excellence à partir de rien, partageant la richesse avec lui, ne demandant jamais rien d'autre que sa loyauté. Il avait tout jeté par-dessus bord parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il voulait un modèle plus jeune. Il sortit son téléphone et fixa le contact d'Ellie. Devrais-je l'appeler ? Devrais-je m'excuser ? Son pouce plana sur le bouton d'appel, mais la lâcheté le paralysa. Il savait qu'il ne pourrait pas affronter la froide et perçante réalité de son regard. Il posa le téléphone, choisissant de souffrir en silence. Désespéré de trouver un moyen de réduire le règlement du divorce, Alexandre rendit visite à son avocate spécialisée en divorce le lundi. Elle veut 1,2 million. Pouvons-nous contester cela, plaida Alexandre. Le mariage a été court, mais la France est un état de distribution équitable. Avez-vous des actifs partagés liés à votre précédente épouse que nous pourrions utiliser ? Qu'en est-il des actions de les provisions d'excellence ? Demanda l'avocate. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Oui, je lui ai donné la moitié de mes actions dans le divorce, mais peut-être que la paperasse n'est pas finalisée. Peut-être que je peux réclamer une propriété partielle des nouveaux revenus. Alexandre se précipita chez lui et fouilla dans son coffre-fort ignifuge, sortant la notification de divorce avec Ellie. Il lut frénétiquement le jargon juridique. Son cœur se serra. Ellie avait été méticuleuse. La division des biens était hermétiquement scellée. Elle n'avait pas racheté ses actions avec une somme forfaitaire. Elle avait structuré sa sortie en modeste versement trimestriel lourdement imposé sur 10 ans. Elle lui avait échangé des propriétés brillantes et inutiles tout en gardant le moteur de génération de liquidité réelle de les provisions d'excellence entièrement pour elle. Les comptes joints étaient fermés. Les hypothèques étaient refinancées uniquement à son nom. Les clauses de responsabilité la protégeaient de toutes ses dettes futures.
Élie l'avait chirurgicalement excisé de son univers financier. Il n'y avait aucune faille. Aucune porte dérobée. Elle avait pensé à tout, murmura Alexandre en laissant tomber les papiers sur le sol. Même s'il voulait ramper et supplier Élie de le renflouer, c'était légalement et pratiquement impossible. Elle était une forteresse intouchable. Alexandre réalisa qu'il n'avait personne à blâmer à part lui-même. Il avait choisi la voie de la facilité, et maintenant il payait le prix ultime. Avec Alexandre confronté à la ruine financière, Manon au chômage et sur la liste noire du secteur, et la réputation sociale de Geneviève en lambeaux, la famille Dubois était en chute libre. Et comme un nageur qui se noie, Geneviève décida de s'accrocher à la seule bouée de sauvetage qu'elle connaissait. Le mardi après-midi, Geneviève Dubois entra dans le hall de les provisions d'excellence. Elle avait l'air hagard. La posture arrogante avait disparu. Elle contourna la réceptionniste et entra directement dans le bureau d'Élie. Élie leva les yeux de ses moniteurs. « Geneviève, je pensais avoir été clair sur le fait de ne pas venir ici. » « Élie, s'il te plaît. »« Il faut qu'on parle, » dit Geneviève, la voix tremblante. Elle s'affaissa dans le fauteuil en face du bureau d'Élie. « Notre famille s'effondre. Alexandre divorce. Cette horrible fille lui vole tout son argent. Manon a été licenciée de son nouveau travail, et elle est en grave dépression. »« Et en quoi cela me concerne-t-il » demanda Élie, sa voix complètement détachée. Geneviève déglutit difficilement. Tu as les ressources. Tu as les avocats. Tu as des relations dans le secteur. Tu dois parler à Alexandre. L'aider à régler ses finances. Et tu dois passer quelques appels et trouver un travail à Manon quelque part. Tu peux arranger ça. Élie fixa la femme assise en face d'elle. Geneviève suppliait Élie de nettoyer les dégâts que ses enfants avaient causés, s'attendant à ce qu'Élie joue le rôle de la belle sauveuse une dernière fois. Geneviève, dit doucement Élie. Vous me disiez quelque chose tout le temps. Vous vous en souvenez? Geneviève parut confuse. Ce que je vous disais? Élie, tu dois séparer le personnel du professionnel. Ne sois pas si émotive. Eh bien, Geneviève, je suis simplement en train de suivre votre excellent conseil. C'est mon lieu de travail et vos tragédies personnelles ne me concernent pas. Comment peux-tu dire ça? Cria Geneviève, les larmes coulant enfin sur son mascara. Nous étions ta famille. N'as-tu pas de cœur? J'ai un cœur, répondit Élie d'un ton égal. Mais je ne le laisse plus être exploité. J'étais votre famille quand il était pratique pour vous de dépenser mon argent. Je suis devenue une étrangère à la seconde où votre fils a trouvé une femme plus jeune. Vous ne pouvez pas exiger ma loyauté après l'avoir jetée à la poubelle. Tu es un monstre, siffla Geneviève, son désespoir se transformant à nouveau en venin. Je suis une PDG, la corrigea Élie. Maintenant, s'il vous plaît, quittez mon bureau avant que je ne fasse escorter par la sécurité. Geneviève fixa les yeux froids et inflexibles d'Élie. Elle ne vit aucune pitié. Aucune hésitation. Vaincue, Geneviève se leva, les épaules affaissées, et sortit du bureau. La lourde porte de verre se referma hermétiquement derrière elle, pour toujours. Le jeudi matin, dans une salle de conférence stérile d'un cabinet d'avocats du centre-ville, Alexandre Dubois signa un chèque de 1,2 million d'euros. Ambre était assise de l'autre côté de la table, portant des lunettes de soleil Céline surdimensionnées à l'intérieur, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Elle signa l'accord, se leva, attrapa son sac Birkin et sortit sans lui adresser un seul mot. Alexandre resta seul à l'immense table en acajou, fixant sa signature sur la ligne pointillée. Il avait perdu sa femme brillante, sa fortune et sa dignité. Il n'était plus qu'une coquille vide, écrasée sous le poids de ses propres choix terribles. Ce vendredi soir-là, Élie organisa un dîner de célébration pour son équipe de direction dans un restaurant de viande haut de gamme à Saint-Germain-des-Prés. À un trimestre incroyable, dit Élie en levant une coupe de champagne millésimée. Nous avons rationalisé nos systèmes, nous nous sommes débarrassés du poids mort, et nous avons prouvé que les provisions d'excellence est le meilleur du secteur. Merci à tous pour votre travail acharné. À la meilleure PDG de Paris, cria son vice-président des ventes. La table éclata en applaudissements. Élie sourit, un sourire sincère et radieux. Elle se sentait puissante. Elle était entourée de professionnels qui la respectaient, qui fonctionnaient au mérite, pas au népotisme. Mais plus tard dans la nuit,
quand elle rentra dans sa maison de ville calme et immaculée, l'adrénaline de la journée s'estompa enfin. Elle enleva ses talons, posa ses clés sur le comptoir et entra dans le salon. Elle s'assit sur le bord du canapé et soudain, le barrage céda. L'image de Geneviève suppliant dans son bureau. Le souvenir du visage froid d'Alexandre au tribunal. L'épuisement pur d'avoir dû reconstruire sa culture d'entreprise à partir de zéro tout en soignant un cœur brisé. Tout s'abattit sur elle. Ellie ramena ses genoux contre sa poitrine et sanglota. Elle pleura pour les 20 ans qu'elle avait donnés à un homme qui ne l'appréciait pas. Elle pleura pour la famille qu'elle avait tant essayé d'aimer, qui ne l'avait jamais considérée que comme une ressource à exploiter. Elle pleura parce qu'être forte tout le temps était épuisant. Elle laissa la douleur la submerger, une marée profonde et purificatrice. Elle ne la combattit pas. Elle se laissa pleurer la mort de son ancienne vie. Au bout d'une heure, les larmes s'arrêtèrent. Ellie prit une profonde inspiration. Elle s'essuya les yeux, se leva et se dirigea vers le miroir de la salle de bain. Elle s'aspergea le visage d'eau froide. Elle regarda son reflet. Ses yeux étaient rouges, mais ils étaient clairs. Le poids lourd et étouffant qu'elle portait depuis 2 décennies avait disparu. Elle avait survécu à l'incendie, et elle s'était forgée en quelque chose d'incassable. Un mois plus tard, Geneviève Dubois poussait un chariot dans les allées de la grande épicerie de Neuilly-sur-Seine. Elle avait l'air plus âgée, sa posture voûtée. Elle bouscula une voisine dans le rayon des fruits et légumes. « Oh, bonjour, Geneviève », dit la voisine maladroitement. « On survit », marmonna amèrement Geneviève. Alexandre vivait dans un petit appartement, financièrement paralysé par son règlement de divorce. Manon était toujours au chômage, passant ses journées à dormir jusqu'à midi et à se plaindre de l'injustice du monde. Ambre postait actuellement des photos depuis un yacht en Méditerranée. « Avez-vous eu des nouvelles d'Ellie » demanda doucement la voisine. « Non », dit Geneviève en baissant les yeux sur ses chaussures. « C'est une étrangère maintenant. » Geneviève se souvint des mots qu'Ellie lui avait renvoyés. Séparer le personnel du professionnel. Ellie avait protégé sa vie et son entreprise en construisant un système impénétrable basé sur des principes. Geneviève avait essayé de construire une vie en exploitant les liens familiaux et en manipulant les émotions. À la fin, le système avait triomphé, et les manipulateurs avaient été écrasés par le poids de leur propre incompétence. Par un matin d'automne frais, Éléonore Vance se tenait près des baies vitrées de son bureau d'angle. Le soleil se levait sur la Seine, jetant une lumière dorée brillante sur les toits de Paris. Son assistante frappa doucement à la porte. « Madame Vance, le conseil d'administration est prêt pour vous dans la salle de conférence principale. Les dirigeants de BioAtlantic sont en ligne. » « Dites-leur que j'arrive tout de suite, Cynthia, » dit Ellie, sans se détourner de la fenêtre pour l'instant. Elle prit une gorgée de son café et sourit, un sourire calme et inébranlable. Elle avait tout fait correctement. Elle n'avait aucun regret. Elle avait refusé d'être exploitée sous le couvert de la loyauté familiale. Elle avait choisi la logique plutôt que la manipulation, les principes plutôt que le chantage émotionnel, et ce faisant, elle s'était sauvée. Ellie se détourna de la fenêtre et se dirigea vers la porte. Le passé était mort et enterré. L'avenir lui appartenait entièrement.